Alors ce caractère atmosphérique, ce caractère presque sacré, ce caractère un peu initiatique, bien sûr, on ne va pas complètement le garder dans le DVD. Et pourtant, ce DVD va sortir. Et vous en avez rédigé une préface dans laquelle vous avez extrait une citation de L'Ombre Double, dans laquelle vous jouez, puisque vous jouez l'ombre double, et vous dites « Ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles ». Sans doute Claudel avait prévu le DVD, car Claudel prévoyait tout. Mais il y a tout dans le soulier de satin. C'est ça, voilà. Quand on a un problème, on lit le soulier de satin et il y a Vous voyez le cinéma, une réponse. Donc dans cette captation qui est une archive, donc elle aussi, vous convenez que cette aventure est longue. Vous reprenez les paroles de Valérie Dréville, hein, qui vous disait « Courage la bouchère, l'eau est chaude, il n'y a pas moyen de se fatiguer ». Est-ce que vous conseillez une découverte immersive du DVD? Est-ce qu'on peut l'écouter en boucle, le voir d'un seul coup, par passage, par journée? Vous qui êtes aussi engagé dans l'éducation artistique, si vous deviez justement le conseiller à un enseignant, à un atelier de théâtre, enfin, comment visite-t-on ce monument, à votre avis? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, ça dépend peut-être un tout petit peu de si on connaît Claudel ou pas du tout. Quand même, j'ai l'impression que ça dépend un petit peu. Je pense que pour des jeunes gens, peut-être qui ne sont pas forcément comédiens, ou peut-être des apprentis comédiens, enfin des gens, pour des gens qui ne connaissent pas du tout Claudel, ni Vitesse par exemple. Vitesse, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, hein, parce que maintenant ça commence à faire loin. Moi j'ai l'impression qu'il faut peut-être pas le lire avant, parce que ça peut paraître ardu, hein, à lire. Je crois qu'il faut l'écouter, il faut plonger. Alors je crois qu'il faut s'installer, non pas comme dans l'enfance de mon père, sur une chaise bien raide, parce que vraiment c'est compliqué, mais au contraire, peut-être dans des coussins, hein, je crois qu'il faut se laisser aller. Il ne faut pas essayer de comprendre, parce que si on veut essayer de comprendre tout de suite... Il ne faut pas tousser. Voilà, il ne faut pas tousser. Mais c'est ce qui vous ne comprendrez pas, qui est le plus beau, le plus intéressant. J'ai toujours un petit doute. Mais enfin, voilà, l'un ou l'autre, de toute façon, ça marche. Non, il ne faut pas essayer de comprendre, parce qu'effectivement, à part le tout début de l'annoncier, ça commence avec le père jésuite. Et là, si on essaye vraiment de tout comprendre ce que dit le père jésuite, on se dit, bon, bah, je ne comprends rien, j'arrête tout de suite. Hein. Donc surtout, n'essayez pas de comprendre. Il faut le recevoir. Si on s'endort, ce n'est pas grave du tout. On s'endort, on se réveille, on le reprend à un autre moment. Voilà. Alors, on n'est pas obligé, effectivement, de se faire l'intégrale. Hein. On peut, effectivement... Le faire journée par journée, peut-être au début, si on ne connaît pas du tout. Et puis les réécouter, peut-être. Donc vous parlez vraiment d'une écoute, parce que c'est quand même le texte claudélien qui vous semble premier par rapport à la mise en scène d'Antoine Vitesse. Parce qu'on a affaire à un DVD tout de même. Oui, mais c'est-à-dire que la façon de dire des comédiens, enfin des acteurs et de tous les acteurs, principalement effectivement Didier, Ludmilla, Robin, Aurélien, qui ont eu comme ça des rôles énormes. En fait, leur façon de dire, c'est la mise en scène aussi, de toute façon. De toute façon. Alors, bien sûr qu'il faut les regarder aussi. En plus, la captation, je trouve, a été très bien faite par Yves-André Hubert. Donc, on manque quelques petites choses de l'ensemble de la scénographie, évidemment, mais
Mais les gros plans sur les visages sont très intéressants et on ne peut pas regarder pendant 10 heures quelque chose de loin. Au théâtre, c'est possible, mais en captation, c'est impossible. Donc, bien sûr qu'il faut les regarder, mais moi, j'ai le sentiment que vraiment la parole et la façon dont ils le disent, c'est la mise en scène, de toute façon. Et je trouve qu'ils le disent, qu'ils le parlent, qu'ils le font, qu'ils le jouent, qu'ils l'actuent, comme disent les Espagnols, enfin, d'une façon absolument extraordinaire. Serge Maggiani, dans Le Jésuite, c'est absolument extraordinaire. Et même si je n'ai pas fait des études de théologie, même si je ne suis pas sûre de tout comprendre ce qu'il raconte, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que, oui, il faut donc, je crois qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Alors ça, c'est bon. Hein, c'est bon, peut-être que pour ceux qui connaissent Claudel, qui connaissent Vitesse, n'est pas ce spectacle. Peut-être faut-il le lire avant, je n'en sais rien. Mais moi qui l'ai vu énormément toutes ces dernières années avant qu'on parvienne à faire cette édition, depuis 2 ans, l'association des amis d'Antoine Vitesse avait acheté à l'INA les droits de projection. Donc on l'a projeté plusieurs fois. Donc là, ces 2 dernières années, je l'ai vu en réalité très souvent, en intégrale, à chaque fois. Et il y avait des fois où j'étais un peu fatiguée, je n'avais pas forcément bien dormi. On faisait ça. Donc, généralement, on faisait des 11h, 23h, ou ça dépendait des lieux dans lesquels on le faisait. On ne faisait pas des nuits, mais je me disais, bon, cette fois-ci, je n'ai pas très bien dormi cette nuit, cette fois-ci, je crois que je vais m'endormir, en fait. Mais bon, je le connais, c'est pas là, je vais m'endormir, en fait. Je ne me suis pas endormie une seule fois. Pas une seule fois, j'ai dû le voir, alors ces dernières années, j'ai dû le voir au moins 20 fois, 25 fois. Je le regarde, je suis mais éblouie à chaque fois. Ce qui ne m'arrive pas avec d'autres spectacles, effectivement, que je peux regarder en trouvant que c'est formidable, de Vitesse ou d'autres metteurs en scène d'ailleurs. Mais bon, 25 fois, même Electre qui est magnifique, par exemple, je ne suis pas sûre que j'ai envie de le regarder 25 fois. Ça, je peux le regarder, mais je peux le... Si j'avais le temps, moi je peux regarder ça tous les week-ends. Hein. Oui, comme la messe en fait, oui. Comme le dimanche matin, la messe. Oui. Je comprends. Je ne m'en lasse pas et je comprends une petite chose en plus à chaque fois. Je me dis, ah tiens, oui, ça je ne l'avais pas entendu. Ah ça, oui, je le relis. Ah ça, cette chose de la 4e journée. Ah mais oui, je le relis à la première journée, il a dit ça, tel petit mot. Donc voilà. Donc les fils se tissent petit à petit. Oui, il y a plein... Oui, ça se tisse, ça se renvoie, ça se... Mais il ne faut pas avoir peur. Voilà. Merci, Jeanne Vitesse. Moi, je me posais la question sur les répétitions avant. Combien parce que bon, combien de temps, parce que c'est quand même comment travailler le monstre, 4 mois, hein, c'est ça? 4 mois, il y a eu 4 mois de répétition. 4 mois de répétition. On a répété à Chaillot, la plupart du temps dans une salle de répétition qui était assez petite, hein, sous les grands escaliers, là. On a eu un peu le grand plateau les derniers temps avant de partir à Avignon, mais sinon on a tout répété dans cette salle de répétition, dans l'ordre. Mais évidemment, très peu chaque fois. Ça fait clair, 4 mois, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, c'est pas beaucoup. Ça fait peine un mois par donc, on s'est débrouillé comme on a pu. Alors, il y avait des scènes, évidemment, qui étaient quand même un peu plus ardues que d'autres. Donc, voilà, évidemment, toutes les scènes
les grandes scènes avec l'ange gardien, enfin, des choses très littéraires, théologiques, lyriques, des choses comme ça qui ont été... Mais sinon, on a fait... bon, il y a toujours cette expression, hein, vite et mal, hein, comme ça. Donc on a fait vite et mal, dans la joie, hein, parce qu'on répétait toujours dans la joie. Avec vitesse, c'est toujours dans la joie, et même sur d'autres spectacles, le Soulier de satin c'est un peu particulier, mais sur d'autres spectacles, contrairement à certains metteurs en scène, parfois, plus on allait vers la première, moins on travaillait. Parce qu'il fallait, il fallait se reposer, il fallait être en forme pour la première, et voilà, donc c'était toujours, c'était jamais quelque chose ça ne devait pas être, enfin ensuite chacun ses angoisses, mais ça ne devait pas être quelque chose d'angoissant, voilà. Donc là on a quand même travaillé jusqu'au bout parce qu'il le fallait bien, mais on travaillait dans tout Chaillot, pendant qu'il y en a qui répétaient leur scène dans la salle de répétition. Ceux qui avaient déjà travaillé un peu leur scène avec Antoine, ils allaient la répéter entre eux. Je me souviens très bien, Jani, Gastaldi et Redjet Mitrovica répétaient Denia Musique et le vice-roi de Naples dans le grand foyer tout le temps. Jani venait tout le temps dire « je veux répéter, je veux répéter, je veux répéter ». Elle réclamait toujours de répéter « oui, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps ». Donc elle allait parfois un peu de mauvaise grâce, mais enfin, ils allaient répéter dans le grand foyer. Moi, avec Valérie, je répétais à l'heure de la pause. On n'allait pas manger. On répétait la bouchère et cette épée dans l'espace, parce qu'on avait un peu besoin de l'espace, pas de se mettre dans le grand foyer. C'était plus facile pour nous d'être dans l'espace. Et voilà, il y en avait partout, mais comme c'était Chaillot à cette époque-là d'ailleurs, hein, Chaillot à cette époque-là, il y avait une école, hein, et puis c'était l'époque où il n'y avait pas encore cette sécurité qui nous tuera tous, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y avait des spectacles absolument partout, de toute façon, dans Chaillot. Hein. Il y avait des spectacles au bas des escaliers, il y avait des spectacles itinérants, il y avait des... Voilà. Donc là, avec les Castelets, voilà. Donc on était partout, on avait investi le sous-foyer, on avait tout investi, on répétait, et puis ensuite on a fait un monstre, effectivement, là réellement un monstre, on a tout rabouté sur le grand plateau avant de partir à Avignon. Et du coup, ça vous a fait combien de temps à Avignon sur place, vraiment? Je suis partie, moi je me souviens en juin, parce que l'école n'était pas terminée, mes enfants étaient encore à l'école, donc j'ai dû partir vers le 20 juin peut-être, quelque chose comme ça. Donc on a dû faire 3 semaines à Avignon, peut-être. 3 semaines à Avignon, avec des horaires particuliers. On ne peut pas répéter dans la journée, hein, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Donc on utilisait le soir, la nuit, le matin. Et puis en fait, la première intégrale, c'était depuis le monstre, c'était la première fois qu'on le faisait en entier. Alors justement, je ne sais plus où j'ai lu que Antoine Vitez avait amèrement regretté de ne pas avoir démarré par une intégrale, mais d'avoir démarré par les 2 premières journées et le lendemain les 2 suivantes, comme si le spectacle avait démarré cassé en fait, comme si le spectacle était né sans sa continuité. Et je ne sais plus quel acteur disait qu'en fait, ça a vraiment démarré à la première intégrale, c'est-à-dire à la 3e date. Oui, parce que mon souvenir est pas très précis, mais oui, je crois qu'il n'y avait pas un enthousiasme extraordinaire pour les deux premières représentations fractionnées, effectivement. Et le soir de cette intégrale, que nous éprouvions donc pour la première fois vraiment en condition, parce que le monstre à Chaillot, on était là, mais enfin,
On n'était pas forcément en costume, enfin, là on l'éprouvait vraiment, et je me souviens que donc, ça se terminait à 1h du matin, ça reprenait à 2h, je crois, l'entracte était un peu plus court à ce moment-là. Mais quand ça a repris pour la 3e journée, on est quand même tous allés voir si les gens étaient restés. Alors bon, ben, ils étaient restés. Et puis bon, la fin de la 3e journée, mère ne m'abandonne pas, etc. Grande coupure de 1 heure, collation pour le public, pour nous, soupe, repas. Vont-ils rester? Et puis au début de la 4e journée, c'est pas le tout, mais est-ce qu'ils sont là? Ils étaient là. Et alors là, on me souvient d'un sentiment de chair de poule absolument incroyable. Et quand on a terminé effectivement avec ces saluts qui n'en finissaient pas, ces applaudissements qui n'en finissaient pas, je crois qu'on pleurait tous. Moi, je sais que je pleurais, en fait. Il y avait l'émotion, la fatigue, enfin, il y avait tout d'un coup. Mais oui, mais on a travaillé comme ça. De toute façon, Antoine faisait profondément... Il avait profondément confiance en ses acteurs. Donc s'il les avait choisis, c'est que ça allait aller pour lui. Il ne faisait jamais de notes, par exemple. Ah oui. De temps en temps, mais généralement c'était plutôt des notes positives. Ah, c'était bien ce soir, c'est à tel endroit. Il ne faisait jamais de notes. C'était rarissime. À Chaillot, il ne venait pas voir le spectacle tout le temps. Il confiait il confiait le spectacle. Donc pour lui, une distribution, il avait confiance dès le départ. Donc il savait qu'on avait travaillé, on avait dessiné la scène à grands traits et qu'ensuite on allait travailler de notre côté et que ça serait bien. Ensuite on la lui remontrait. Oui, il disait, ah bah tiens, on pourrait faire un peu plus ça, un peu plus ça. Bon, un peu plus. Bon, bah, on retournait le travail. Ça s'est fait comme ça, hein, c'est une sorte de... C'est ce que disent la plupart des gens qui ont travaillé avec lui, c'est-à-dire la confiance incroyable qu'il faisait à ses acteurs. Et la grande liberté. La liberté, la confiance, et puis finalement la responsabilité aussi. Oui, le fait que les acteurs étaient vraiment responsables du spectacle. Et tous mettent en avant, enfin célèbrent cette façon justement de faire. Mais ce qui interroge, c'est comment finalement, comment arrivait-il à voir dans le comédien vraiment cette espèce de potentiel énorme, et comment arriver à faire éclore quand même, parce que ça relève d'une espèce de miracle tout de même. Oui, Renucci parle d'esprit devin. Oui, mais il parle souvent de ça. Il dit que l'acteur, ce qu'il faisait, c'est qu'il aidait l'acteur à comprendre ce qu'il était en train de faire. Il ne dirigeait pas l'acteur, il ne disait pas fais ci, fais ça, jamais. Mais il disait bon, on y va. Bon, ben, on y va, alors on fait quoi? Ben, j'en sais rien, on y va quoi. Enfin, on ne travaillait jamais à la table. Jamais. Ah, jamais. Non, je n'avais jamais travaillé à la table, c'était tout de suite sur le plateau. Ah, on y va. Bon, ben, je sais quoi. C'est très mauvais ce que je fais. Bon, mais ensuite, lui, il voyait quelque chose, même si c'était pas bien, mais il renvoyait quelque chose. Il parle avec Daniel, non pas Daniel, décidément, Émile Kopferman. Il parle du marc de café. Il parle beaucoup des liseuses de marc de café. Et il avait un jour déjeuné, je crois, avec une femme en Grèce, une femme grecque, enfin peu importe.
qui lui avait fait comme ça le marc de café. Antoine n'était pas du tout ni divination, ni rien du tout. Hein, c'était pas... Bon, ça l'avait amusé. Et elle lui avait dit des choses justes sur lui. Mais ensuite, il dit, mais évidemment, ensuite, elle n'a pas dit des choses précises, mais évidemment, on a parlé pendant le déjeuner. Cette femme est sans doute perspicace, elle est fine, elle est intelligente, et elle a perçu de moi des choses que j'ai dites ou pas dites, mais qui transparaissent. Et donc, elle me les renvoie en lisant, soi-disant, le marc de café. Et en fait, c'est ça qu'il faisait. Je crois, hein, peut-être qu'il faudrait demander à mes camarades qui ont été ses élèves, tout et tout, parce que moi, je ne suis que sa fille, si je puis dire, et je n'ai... il est mon université d'une certaine manière, mais c'est un petit peu compliqué en même temps, la proximité. C'est à la fois bien et pas bien, donc il faudrait demander à ses vrais élèves comment ils ont... Mais oui, c'est comme ça qu'il révélait aux gens ce qu'ils étaient en train de faire. Il ne leur disait jamais... Alors il y avait un énorme travail en amont, évidemment. Il travaillait le texte, le sens, mais jamais avec ce qu'il fallait faire. Ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était les acteurs qui le faisaient. Je crois qu'il fonctionnait aussi par... entre guillemets, par parabole, c'est-à-dire qu'entre chaque répétition, parfois il arrivait avec une anecdote, une histoire qui apparemment n'avait absolument rien à voir avec ce qui était en train d'être travaillé, mais qui nourrissait l'imaginaire de l'acteur, en parlant du communisme ou d'Aragon. On faisait, de toute façon, on s'arrêtait souvent de Il y avait des répéter, leçons de choses, quoi. Enfin, et il nous faisait des imitations. Ah oui. C'était un très très bon imitateur. Et donc, en plein milieu, on s'arrêtait 5 minutes, parce qu'il y avait des fumeurs parfois, donc on s'arrêtait. Donc je crois qu'à l'époque, on avait encore le droit de fumer à l'intérieur. Enfin, on s'arrêtait de répéter, on fumait, boire un coup, comme ça. Et pendant ce temps-là, oui, il y avait des imitations. Puis on perdait du temps, entre guillemets. On ne se disait pas, il faut recommencer, il faut recommencer. Non, on perdait du temps. Donc on avait Georges Marchais... on avait un colonel de l'armée française qu'il avait croisé, hélas, quand il avait été rappelé en 1955. Donc il en avait conçu une haine absolument farouche pour l'armée française. Et donc on avait l'imitation de ce colonel. Voilà, il y avait Giscard d'Estaing, il y avait Aragon, il y avait Sacha Pitoëf. Donc on répétait avec tous ces gens-là, en fait. Et du monde. Mais il y avait beaucoup de monde, oui. Il y avait beaucoup de monde dans sa tête. Et on riait beaucoup. La joie. Oui, la fameuse joie. Oui. La joie. Oui. Oui, tout à fait. C'était toujours joyeux. D'ailleurs, il disait, quand il venait en répétition, c'était surtout propre à Chaillot, à Ivry un petit peu aussi, mais à Ivry, il y avait moins de travail administratif, mais à Chaillot, c'est quand même une grosse chose. Hein, donc, il y avait... Et quand il descendait, puisque, comme vous savez, Chaillot est sous terre, donc comme quand il descendait en salle de répétition, en fait, il venait se reposer, même si on avait une après-midi, une soirée de répétition. Mais il avait passé la matinée dans les bureaux. Et donc, il venait se reposer, il le disait, il se reposait. Non pas qu'il ne travaillait pas, mais c'est qu'il s'amusait. Et est-ce que vous l'avez vu, lui, répéter Pélage? Comment ça se passait, cette incrustation d'un travail personnel d'acteur à l'intérieur de cette masse de choses à dire et à faire en tant que metteur en scène? Je l'ai vu un petit peu répéter Pélage. C'est beaucoup Éloi Recoing qui l'a fait travailler, qui était l'assistant. Il avait... Pélage, c'est très particulier, hein, parce que c'est en même temps, ça le raconte vraiment lui aussi d'une certaine façon. Hein, c'est très, très, très... Il dit que le poète Claudel raconte sa vie
caché que le soulier de satin est totalement crypté en réalité, que plus on creuse, plus on s'aperçoit que c'est crypté, que c'est la vie de Paul Claudel. Dans le soulier de satin, Antoine parle de sa vie aussi. C'est très... donc Pélage lui tenait beaucoup à cœur. Et sinon, je sais qu'il avait toujours peur, il était toujours très très angoissé par son texte. Très 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 angoissé par son texte. Il avait un jeu très particulier, hein, d'ailleurs. Il disait lui-même que quand il était jeune, il se trouvait, je ne sais pas s'il était mauvais comédien, parce que quand j'étais petite, je ne me souviens pas de comment il était, mais quand il jouait, mais il se trouvait mauvais comédien, parce qu'il voulait, il se désespérait de ne pas pouvoir ressentir les choses. Il ne ressentait pas, donc il a fini par trouver un jeu, comment dire, c'est pas faux ni fabriqué naturellement, c'est une façon de... Et en même temps, il parle de lui, mais je ne sais pas comment expliquer sa façon de jouer qui est... c'est compliqué. C'est intéressant vos questions, mais je ne sais pas y répondre. C'est donc une bonne question. C'est une bonne question. Il y a une distance. Oui, il y a une distance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne... voilà, on entend parfois cette expression, mettre ses tripes sur le plateau. Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'était pas du tout le genre. Non pas qu'il n'était pas engagé dans ce qu'il jouait, mais il ne l'était pas du tout... oui, il y avait une distance, sans doute. Est-ce qu'on pourrait dire une retenue? Une retenue, peut-être, oui. Compliqué, hein. En tout cas, on a le sentiment, quand on lit la littérature autour de cette affaire-là, que les autres comédiens, puisqu'il en faisait partie, reviennent sur le fait que régulièrement, Antoine disait « Je ne travaille pas mon rôle, je n'ai pas de temps, il faut que je travaille mon rôle, j'ai peur d'avoir un trou. » Je crois qu'il a eu un trou mémorable sur une des représentations, comme une espèce d'oubli de soi dans la générosité de l'action scénique, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il jouait comme un metteur en scène, finalement? Oui. Oui, un peu. Oui, il nous regardait. Il nous regardait et je pense qu'il avait... on peut penser de lui que c'était... certains le pensent même sans doute, que c'était une personne parfois égoïste ou égocentrique parfois, hein, mais c'est possible dans la vie, etc. Mais pas dans le travail, non. Il était très généreux et effectivement, là, il s'oubliait. Il pouvait s'oublier. D'autres moments de sa vie où il ne s'oubliait pas, mais dans le travail, oui, il s'oubliait et surtout, il était complètement au service de l'œuvre. Mais c'est à ça que ce que je trouve bouleversant, c'est que Pélage s'oublie. Oui. Enfin, Pélage est amoureux, oui. complètement red dingue, je pense, de Cruez, et en même temps, il la livre. Il s'oublie, il s'absente. Oui. Et on a l'impression qu'il observe tous les autres pendant qu'il distribue des rôles et qu'il relance le scénario quelque part. Et c'est peut-être ça aussi le caractère biographique en partie dont vous parlez, et de sa... Et c'est moi je sais que la dernière phrase de Pélage, par exemple, c'est dans la deuxième journée, hein, c'est la 6e scène, je crois, la dernière, que je ne suis pas capable de redire, parce qu'elle est un peu compliquée, mais moi, elle me bouleverse à chaque fois. Alors je ne sais pas si elle me bouleverse parce que c'est mon père qui joue Pélage,
parce que ou parce que c'est l'adieu du comédien au rôle dans la pièce, puisqu'on ne voit plus Pélage après. Est-ce que c'est parce que je vois mon père qui dit adieu à quelque chose? Est-ce que c'est le metteur en scène? C'est la scène 4, je crois. C'est la scène 4 ou la scène... Tant pis, elle a trouvé son destin et son destin a trouvé. Voilà. Qu'il a une fois connu, ne s'en sépare pas aisément. Cette adjonction à notre vœu secret des ailes de la destinée. Voilà. Je n'ai jamais très très bien compris ce que ça voulait dire. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, je comprends quelque chose que je suis incapable d'expliquer. C'est quelle scène? C'est la scène 7 de la deuxième journée. 7, voilà, pas 6, c'est la scène 7, c'est ça. Et ça me bouleverse absolument. Et de le voir, d'ailleurs, dans la captation, voir son regard à ce moment-là, moi, c'est quelque chose qui me cueille complètement. Dans la scène 4 de la deuxième journée, il dit aussi quelque chose d'absolument merveilleux. La dernière réplique, c'est « Les chevaux sont prêts, debout, allez mettre un autre costume. » C'est une phrase de metteur en scène. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et en tout cas, cet adieu au rôle, cette dernière phrase-là de Pélage, moi, c'est quelque chose qui me... Il y avait des choses que je regardais tous les soirs pendant le spectacle, il y avait cette scène-là, entre autres, qui me bouleversait à chaque fois. Il a souvent joué le rôle du Barbon, quand même, enfin, de ce mari un peu... Hernani, oui. Voilà, oui, c'est le même personnage, presque, pour ainsi dire, oui. Est-ce que c'est parce qu'il est venu relativement tard au théâtre? Voilà, enfin, dans une carrière d'acteur, il a fait beaucoup de choses avant. Est-ce que c'est forcément l'âge mûr, déjà dans sa rencontre avec le théâtre, qui a chez lui une tendance... C'est-à-dire que quand il était très jeune comédien, d'abord il travaillait peu quand même. Voilà. Et puis il se trouvait mauvais. Donc peut-être qu'effectivement, ensuite il n'avait plus l'âge de jouer ce qu'on appelle les jeunes premiers. Donc est-ce qu'il s'est emparé c'est comme dans Bérénice, hein. C'est la même chose en réalité, hein. Ce personnage totalement amoureux et désespéré. Oui, je ne sais pas trop si ça a vraiment à voir avec cette carrière de metteur en scène tardive, mais peut-être, oui. C'est aussi oui, peut-être que le deuil des rôles qu'il n'a pas eu ou qu'il n'a pas pu avoir et dans lesquels il se serait trouvé mauvais, peut-être. Et en même temps, cet immense amour qu'il avait des comédiens. Oui, oui. On a l'impression qu'il servait les autres comédiens avec la même intensité que les rôles qu'il aurait voulu jouer lui-même. Enfin, j'ai souvent lu de la part des comédiens qu'ils se sentaient véritablement aimés par Vitesse. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui, mais d'ailleurs... Il voulait voir ce qu'il avait envie de voir, quoi. Enfin, il convoquait des acteurs pour qu'ils lui montrent l'espèce de mise en scène intime qu'il avait de l'œuvre. Oui, oui. Avec une jubilation d'enfant à voir un spectacle imaginaire. Oui, oui, c'était ça aussi la joie, sans doute. Oui, ça faisait partie de la joie. Oui, oui, il aimait les acteurs. J'ose espérer d'ailleurs que tous les metteurs en scène aiment les acteurs, quoique effectivement, il y en a qui aiment la mise en scène, mais pas forcément qui aiment la mise en scène, les textes, pas forcément les acteurs. Oui, lui, il aimait les acteurs, il aimait les élèves, il aimait le travail, il aimait répéter, il aimait... C'est ça qu'il aimait à la Comédie Française, d'ailleurs. L'alternance, enfin, la charge énorme. C'était l'idée que c'était tout le temps en train de travailler. C'est ça qu'il aimait.
comme un manège qui ne s'arrêterait pas. Oui, On voilà, retrouve avec l'enfance. des acteurs tout le temps en train de travailler, et c'est ça qui est merveilleux. Des acteurs tout le temps en train de travailler, de chercher des choses, de trouver des choses, de montrer des choses, tout le temps, tout le temps.